La saga des frères Violet débute en 1866. Après une longue expérience itinérante comme marchand ambulant d'articles de mercerie et de vin, ils décident de se fixer à Thuir où ils ouvrent une boutique. C'est à cette date que les deux frères se constituent en société. C'est le début d'une belle aventure. Ils ne disposaient de quelques fûts qu'ils remplacèrent un peu plus tard par des foudres plus importants achetés d'occasion. Le sens inné des affaires va les inciter à développer leur commerce et à élargir leur activité de négoce de vin importé d'Espagne. De Corsavie, ils tiennent une petite mercerie ambulante et ils viennent s'implanter sur la ville de Thuir pour vendre leurs tissus mais aussi leur élixir. Donc c'est du... Simon Violet, servi par sa connaissance approfondie des vins et par sa science gustative, va élaborer la merveilleuse formule en mariant certains hauts crus du Roussillon, en les aromatisant avec des plantes et en les tonifiant avec des écorces de quinquina. Cet apéritif est alors commercialisé sous le nom de vin tonique et hygiénique au quinquina. L'incomparable apéritif bi. Oh, pardonnez mon exaltation, mais que voulez-vous? Je suis un être de réclame. Envoyé pour vous accueillir, pour une visite mémorable, ici, dans les caves mythiques qui ont vu... En cette deuxième moitié du XIXe siècle, les vins médicinaux et à base de quinquina sont réputés comme reconstituants, et c'est Simon lui-même qui assure la livraison de ce précieux breuvage chez les pharmaciens, les épiciers et les cafés de la région. Devant un tel succès, l'Ordre des pharmaciens de Montpellier va intenter aux frères Violet un procès pour concurrence déloyale, et il leur fut interdit d'utiliser le mot quinquina qui désignait un produit pharmaceutique. Le 10 février 1873, la marque Beer est déposée au greffe du tribunal de commerce de Perpignan. Le sigle Beer, par son étrangeté, a toujours suscité la curiosité et l'imagination. Le nom Beer provient d'un choix effectué par les frères Violet en s'inspirant des lettres servant à référencer des coupons d'étoffes entreposés dans leur mercerie. En 1876, les frères Violet modifient les statuts de la société et son activité est dès lors basée que sur le commerce du vin. Cette entreprise prospère très rapidement et les deux comptoirs d'achat sont installés en Espagne. À Thuir, les chais s'étendent pour atteindre une capacité de stockage de 5 millions de litres. Cette capacité deviendra insuffisante très vite et Simon décide de construire une cave plus importante. Il fait tracer et réaliser les établissements que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons des soins médicaux gratuits et un pécule pour la retraite. En 1921, bien avant le Front populaire, des congés payés et la semaine de... Ils ont toujours été novateurs dans tous les domaines. Tenez, en 1926 par exemple, M. Violet et ses ingénieurs ont mis en place ce tableau pour centraliser toutes les étapes de la fabrication. Du coup, une seule personne peut commander manuellement toutes les pompes. Simon Violet décède en 1891 et c'est son fils Lambert qui lui succède. Il continue l'œuvre de son père et les travaux d'extension des chais. Le nouvel établissement est inauguré en 1892. L'usine est ensuite reliée au réseau ferroviaire et la marquise du hall d'expédition est l'œuvre de Gustave Eiffel. En 1910, l'entreprise compte 750 employés et distribue
plus de 30 millions de litres de bière par an. Dans les Pyrénées-Orientales, des caves sont construites et de nombreuses succursales voient également le jour à travers la France. Au décès de Lambert en 1914, c'est Marie, son épouse, qui dirige la société. En 1920, Jacques et Simone, les enfants de Lambert, reprennent les rênes de l'entreprise familiale et poursuivent les constructions de cuves. Les chais de Thuir deviennent alors les plus vastes du monde. Ils sont à l'origine de nombreux records. La construction de 3 cuves en béton, dont la plus grande a une capacité de stockage de 680 000 litres. Ces cuves sont destinées au coupage et à l'unification des vins. En 1934, fut construite une cuve en chêne d'une contenance de 420 000 litres. La plus grande, la plus importante et la plus gigantesque cuve en chêne du monde, mise en vin en 1951. Il aura fallu près de 15 ans pour la construire. Elle mesure 10 mètres de haut, un diamètre de 12,50 mètres. Sa capacité est de plus de 1 million de litres. Elle pèse à vide 110 tonnes. Une superbe construction métallique, baignée par la lumière diffuse d'une immense verrière. C'est notre dernier rendez-vous. Mais pour vous, le meilleur est encore à venir. Et j'imagine que vous avez hâte, maintenant, de goûter à notre élixir. Depuis le temps qu'on vous en... Castelnou. Ce magnifique petit village médiéval fait partie des sites les plus remarquables que l'on découvre en Catalogne. Il est classé parmi les plus beaux villages de France, niché au pied des Aspres, avec en toile de fond le Canigou. Castelnou semble être oublié du temps, après avoir été la capitale de la vicomté du Val-Espire pendant plus de 3 siècles. Le village conserve encore son apparence médiévale, avec ses remparts rythmés par 8 tours et 4 portes disposées aux 4 points cardinaux. Sa tour de guet et son château viscomtal, construit en 990 par le seigneur de Castelnou, pour servir de base militaire et administrative à la viscomté de Val-Espire. L'église romane Santa Maria del Mercadè du XIIe siècle est bâtie à l'extérieur du village. En flânant dans les ruelles pavées, on découvre de nombreux artisans d'art et des vestiges du passé, comme des boulets de catapulte, des génoises décorées au lait de chaux, des fours à pain et de très nombreux éléments en fer forgé.
1496, par suite de la destruction du village et du château de Sals par l'armée française, les rois catholiques Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille décident la construction de la forteresse. Construite très rapidement, entre 1497 et 1504, la forteresse gardait l'ancienne frontière entre la Catalogne et la France, face à la forteresse française de Leucate, aujourd'hui détruite. La forteresse subit et résiste un premier siège en 1503, alors qu'elle n'est pas achevée. En 1538, la forteresse reçoit la visite de Charles Quint. En 1544, la paix signée entre Charles Quint et François Ier amène un siècle de tranquillité et la forteresse perd peu à peu de sa supériorité militaire. En 1659, la forteresse perd de son intérêt stratégique avec la signature du traité des Pyrénées qui entérine l'appartenance définitive du Roussillon à la France. Elle est partiellement restaurée et transformée à partir de 1691 sous la responsabilité de Vauban. Elle sert tour à tour de prison d'État, notamment pour les responsables de l'affaire des poisons, 1682-1683 sous Louis XIV. De 1793 à 1804, la forteresse abrite de nouveau une garnison. En 1817, le donjon est converti en magasin à poudre. La forteresse de Sals est classée monument historique en 1886.